Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver sur Médian pour ce nouveau numéro du débrief. Merci de nous rester fidèles. Pour financer leurs activités, les organisations criminelles transnationales et autres groupes terroristes font souvent recours à des activités illégales. À cet effet, il ne manque pas d'idées pour contourner les barrières douanières ou bien pour maquiller leur argent sale. À cet effet, comment mieux faire face à la menace terroriste? Quel rôle des organisations ou administrations douanières dans cette lutte contre le financement du terrorisme? Les réponses en première partie d'émission. En Afrique, de plus en plus, la menace terroriste va au-delà du Sahel. Elle cherche à atteindre les côtes ouest africaines, mais aussi les autres régions du continent. Une expansion rapide qui demande des réponses tout aussi rapides. Comment mieux faire face aujourd'hui à la menace terroriste? Tentons réellement vers la fin des frontières face à l'expansion du terrorisme, le développement en seconde et dernière partie d'émission. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. Amadou Tidiane Cissé. Vous êtes colonel des douanes sénégalaises. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, M. Sow. Tout le plaisir est pour nous. Et en face de vous, M. Hamidou Samba Ba, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques. Merci également d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et je reste d'ailleurs avec vous, M. Ba. L'exploitation des ressources naturelles, la vente illégale de produits interdits, le trafic de stupéfiants peuvent entre autres constituer des sources de financement pour les groupes terroristes. Comment aujourd'hui identifier ces sources de financement du terrorisme, surtout sur le continent africain? C'est compliqué, mais ça demande tout un travail assez complexe de toutes les structures étatiques, parce que je le disais tout à l'heure, que l'État a le monopole fiscal. C'est-à-dire que le monopole, tout ce qu'il y a comme transaction sur le territoire des États doit être contrôlé et encadré par les États. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra travailler, parce qu'on est dans un monde de plus en plus globalisé où avec un simple téléphone, avec un ordinateur chez soi, on peut se mettre à faire des transactions illégales en tout genre. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faudra questionner en tout cas ce que les États font à ce niveau-là pour essayer de contrôler les flux financiers au niveau mondial, en tout cas spécifiquement en Afrique de l'Ouest. Et M. Cissé, toutes ces activités financières servent de revenus à ces terroristes-là et autres groupes criminels, mais ces revenus, autant pour moi, proviennent-ils tout le temps d'origine illicite ou illégale? Je vous remercie d'abord, M. Sow, pour l'invitation. C'est une occasion pour moi d'aborder avec vous et avec vos téléspectateurs mon ouvrage qui est paru récemment aux éditions Harmattan et qui traite justement des questions liées aux sources de financement du terrorisme. Et merci également à cet effet d'avoir bien voulu échanger avec nous sur cet ouvrage-là. Voilà, je tiens à préciser que les flux financiers illicites peuvent parfois emprunter les frontières aériennes ou terrestres. Et l'administration des douanes, effectivement, du fait de leur position, étant aussi une première ligne de défense au niveau des frontières extérieures des États, ont donc un rôle à jouer pour empêcher les mouvements de trafic illicite ou de circulation illicite des flux financiers. Donc c'est à ce niveau-là que nous intervenons pour pouvoir couper ces flux financiers illicites, parce que nous connaissons le rôle de ces flux financiers illicites dans les activités liées au terrorisme, notamment dans le Sahel. Bien évidemment, il y a des sources externes, comme j'ai eu à le montrer dans mon ouvrage, mais il y a des sources externes. Il a été démontré, par exemple, qu'au niveau du bassin du lac Tchad, il y a des sources de revenus, de financement du terrorisme qui provenaient des activités locales de transformation des produits halieutiques, par exemple, en amont de l'économie réelle. Donc les gens travaillent sur des bases locales pour pouvoir alimenter leurs activités criminelles. Beaucoup d'autres sources de financement existent, mais comme vous le savez, le financement du terrorisme est une infraction qui est réprimée par les lois pénales, par beaucoup de conventions qui sont là.
et qui lie les États, qui lie les administrations publiques. Mais à la base, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, à la base, comment est-ce que ces groupes terroristes aujourd'hui arrivent à faire collaborer ou bien faire travailler les communautés avec des activités économiques qui servent encore à financer leurs activités criminelles? Non, c'est essentiellement des trafics. Le trafic de carburant, par exemple, est très répandu au niveau du Nigeria. Et dans notre région ouest africaine, il y a la contrebande des cigarettes. Et il y a des études qui ont été menées et qui ont montré que la contrebande de cigarettes pouvait rapporter jusqu'à 20% des sources de financement des activités terroristes dans le Sahel. Parce que les études l'ont également montré, parce que les cigarettes, il y a au niveau de ces produits-là des disparités fiscales entre les États, et que les cigarettes aussi étaient faciles à écouler d'un État vers un autre. Et du coup, les bandes criminelles prenaient possession de ces marchandises-là et les font venir, entrer dans les États, ou peut-être des États qui ont failli, où il n'y a aucune présence étatique au niveau des cordons douaniers. Et malheureusement, ça participe du coup à financer les activités criminelles. Donc, bien entendu, ce ne sont pas les seules sources de financement, et j'ai eu à le développer dans mon ouvrage, mais c'est juste un exemple à titre illustratif pour montrer justement les sources de financement externes. Il y en a d'autres. Il y a le business des otages, la prise des otages. Il y a le vol de bétail. Un business qui rapporte gros d'ailleurs, le business des otages. Exactement. Donc voilà autant de sources de financement du terrorisme. Maintenant, les administrations douanières, il faut savoir qu'en se positionnant depuis 2001, et il a été démontré après les attentats du World Trade Center qu'il y a un rapport d'enquête d'une commission américaine qui a montré que 500 000 $ avaient été mobilisés pour commettre les attentats du World Trade Center. Et cet argent est venu d'ailleurs. Et les Nations Unies, à travers un ensemble de résolutions, se sont positionnées pour couper les flux financiers illicites. Mais connaissant aussi l'inventivité des groupes djihadistes qui sévissent un peu partout, ils se sont réinventés en cherchant des sources locales de financement. J'ai parlé tout à l'heure de la contrebande des cigarettes, il y a la contrebande aussi, les trafics de stupéfiants. Il y a le vol de bétail, il y a les impôts locaux aussi qui sont perçus sur les troupeaux. Il y a l'orpaillage aussi, parce que vous savez que la région ouest africaine, le Burkina, le Mali ou le Niger sont des zones aurifères extrêmement importantes. Surtout ces zones-là où sont implantés les groupes terroristes, ce sont des zones qui souvent sont riches en ressources extractives. Exactement. Et il a été démontré qu'au Burkina Faso, par exemple, de 2016 à très récemment, il y a 70 milliards de francs CFA qui sont tombés entre les mains des groupes djihadistes. Ça, c'est un rapport officiel du gouvernement Burkina Faso qui l'a dit. Et un pays avec lequel vous avez aussi beaucoup collaboré dans le cadre de vos recherches pour préparer cet ouvrage, et nous y reviendrons plus globalement. J'en viens à vous, M. Ba. Ces activités-là qui sont menées, ça génère une importante manne financière. Mais aujourd'hui, autant d'argent, comment est-ce que cela peut transiter tout en échappant aux autorités ou bien parfois aux administrations même douanières, une aussi importante manne financière? Oui, mais je pense que c'est de la stratégie ou de la tactique, parce qu'il ne faut pas penser que les terroristes sont des gens qui ne sont pas intelligents. Ils sont dans la société, ils analysent les failles de ceux qu'ils considèrent comme les adversaires, les États et les sociétés, et essayer de contourner les lois qu'il y a, les systèmes d'encadrement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a derrière un circuit de blanchiment d'argent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demain, en tant que groupe, aller directement à la banque, par exemple, et déposer une certaine somme. On va vous demander les justificatifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe un système, ou en tout cas un système de relais, un système de prête-nom, un peu partout, en regardant très bien ce qui est très bizarre. Les terroristes ont une certaine connaissance des lois et des conventions qui leur permettent en tout cas de passer d'un État à un autre, d'aller dans les paradis fiscaux. Si on regarde de très près tout ce qu'on trouve dans les paradis fiscaux, ce n'est pas des États parfois qui regardent forcément la source des biens,
illicites et tout ça. Donc, ils utilisent les failles du système financier international. C'est exactement ça. Et au niveau de nos États, il y a les populations, ou dans les espaces où c'est eux-mêmes qui servent d'État, entre guillemets, dans les États faillis, c'est-à-dire que les populations sont complices et peuvent servir de mule en transportant de l'argent pour eux ou en gardant de l'argent pour eux, entre autres, ou en les aidant à blanchir. Les entrepreneurs, parfois, des gens qui ont des avancées fulgurantes, derrière, on peut questionner. L'immobilier aussi est un circuit de blanchiment, le transport, en tout cas au niveau international, de voitures, vente de voitures et en tout genre, ils essaient de se diversifier, comme ce que les gens font en fait, les grands groupes. Donc une fois qu'ils savent que vous ne pouvez pas garder un certain nombre d'argent chez vous et que vous pouvez à tout moment vous replier, vous utilisez ces moyens-là, les populations et tous ceux qui peuvent collaborer d'une part et d'autre part, le cyberespace. Avec notamment la crypto-monnaie, par exemple, on regarde dans le dark web qu'ils sont actifs dans les transactions et c'est un système sécurisé ou en tout cas où on ne voit pas encore l'emprise des États. Donc, on reste avec aussi cette source de financement. Mais avant, j'avais l'impression que vous vouliez réagir. Peut-être réagir par rapport à la circulation des flux financiers illicites pour juste attirer l'attention sur le fait que l'Organisation mondiale des douanes, qui regroupe 183 administrations, a mis en place un certain nombre de programmes pour lutter contre les sources de financement du terrorisme. Il y a par exemple le programme Tentacle. Tentacle, il a été financé par le département d'État américain à travers son bureau des affaires internationales de répression et de lutte contre les drogues. Et ce programme avait permis de mettre en place des opérations coup de poing en 2019 par exemple. Cette opération qui a mobilisé beaucoup de services des douanes à travers le monde avait permis de mettre la main sur plus de 6 millions de dollars de devises, de contrebande de devises en vrac qui ont été saisies et on a mis également la main sur beaucoup, il y a eu beaucoup d'interpellations. Donc c'est la preuve que l'administration des douanes est également engagée dans la lutte contre les flux financiers illicites. Mais les frontières étant naturellement poreuses, on ne peut pas tout couper. C'est la raison pour laquelle aussi l'administration des douanes... On reviendra surtout sur ces difficultés-là que vous rencontrez, que ce soit les problèmes d'équipement ou bien même la porosité de nos frontières. Mais restons toujours avec le financement aujourd'hui du terrorisme. On a constaté que dans un pays comme l'Irak, la chute aujourd'hui de Saddam Hussein a beaucoup contribué ou bien a aidé en tout cas à faciliter le financement de groupes terroristes comme Daesh avec la banque centrale irakienne. Est-ce que aussi de telles instabilités ou bien de telles crises sociopolitiques ne peuvent pas aussi constituer des terreaux fertiles pour les groupes terroristes? Oui, effectivement. Et le drame pour le pays que vous venez de citer, l'Irak ou la Syrie, c'est effectivement le pillage du patrimoine culturel, des pièces et sites archéologiques qui ont été détruits et qui sont utilisés pour financer justement le terrorisme. Il y a des rapports qui ont été faits par le système onusien qui a révélé qu'il y a des millions de dollars qui ont servi à financer le terrorisme par justement le trafic illicite des biens culturels. Et à ce niveau, dizaines de milliers même sont actuellement recherchés par Interpol. Exactement. En 2020, quand l'UNESCO organisait les 70 ans de la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel, il a été démontré que chaque année, il n'y a pas moins de 60 millions de dollars qui étaient générés par le trafic illicite de biens culturels. Donc c'est aussi une source de financement qu'on ne connaît pas toujours dans l'espace sahélien, pas encore en tout cas, mais qui est très répandue dans des pays en conflit comme la Syrie ou comme l'Irak. Et au-delà même de ce pillage, il y a aussi une autre méthode. Comme cela se fait par l'orpaillage clandestin, il y a également les fouilles archéologiques clandestines où les objets découverts souvent ont d'importantes valeurs, mais malheureusement ne sont pas répertoriés puisque seuls les groupes qui ont découvert ces objets-là connaissent leur existence et cela peut échapper aujourd'hui à l'UNESCO ou bien à Interpol et aux autres organisations. C'était juste un complément par rapport à ce que vous venez de dire. C'est une forme de paiement.
Tout à fait. Un tableau d'art peut valoir 1 milliard, des millions de dollars. Et c'est difficile à tracer. C'est-à-dire que si on est dans les flux classiques traditionnels, il y a un certain nombre de règles, mais lorsque vous pouvez avoir une transaction avec des biens culturels, avec un tableau, une sculpture, en tout genre, et à ce niveau-là, c'est assez compliqué. Surtout aussi avec le développement des technologies, où il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les NFT ou NFTs, qui permettent l'authentification de ces biens culturels-là. Donc, à travers le dark web même, ils peuvent les écouler sans pour autant même qu'il y ait d'identité par rapport à eux ou bien à ces tableaux-là. La seule identité est numérique et c'est cette identité des NFTs ou NFT. Et je reste avec vous d'ailleurs. La source de financement du terrorisme est soutenue par plusieurs facteurs. On peut citer l'existence de vastes économies informelles basées sur les espèces, l'instabilité politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence ethnique et communautaire également, la corruption endémique, la pauvreté galopante, le taux élevé même de chômage, ce qui peut constituer ou bien être à l'origine même de l'endoctrinement des jeunes. Aujourd'hui, est-ce que cela ne justifie pas également les difficultés que rencontrent nos États à mieux faire face à ce fléau-là qu'est le terrorisme? Non, le terrorisme doit avoir... Il y a des conditions pour le développement du terrorisme. Parce qu'il y a des acteurs terroristes, il y a un processus de radicalisation, un processus d'endoctrinement, et il faut du temps et des investissements que les États, si vous n'investissez pas assez, par exemple sur vos jeunes qui se croient exclus dans les politiques publiques, ils deviennent en tout cas la proie facile des groupes terroristes qui trouvent avec le web le moyen d'endoctriner les gens. C'est-à-dire qu'ils créent des corridors, même pour faire venir des jeunes du Sénégal vers leur front, en partant des banlieues, que ce soit pour Pikine, que ce soit pour Guédiawaye, où, sous prétexte d'ONG, parfois, ils arrivent à recruter, à former et à prendre. Et il y a des travaux qui montrent que le circuit des jeunes, depuis Dakar, en passant par Mbour, jusqu'à Richard Toll, entrer vers la Mauritanie, le Maroc, puis vers la Syrie. Il y a des gens qui échappent au contrôle. C'est-à-dire que ça veut dire que la faillite des politiques publiques, c'est ça qui est le terreau, en fait, de l'endoctrinement des jeunes, très souvent. C'est-à-dire que le rôle de socialisation primaire par l'école, la socialisation qui permet de former des jeunes, leur donner un métier, leur permettre d'avoir à chance égale avec les autres par la voie des concours, permet aux jeunes d'avoir un avenir, de se projeter avec la société globalement. Et s'il y a cette rupture de ce filet social-là, ils sont exposés à tout genre. Si ce n'est pas le terrorisme, ils peuvent, par eux-mêmes, parfois, on a vu des cas où c'est des jeunes exclus qui n'ont pas été endoctrinés par des groupes terroristes, mais pourtant qui, à un moment donné, font des massacres. Et on a eu aux États-Unis, à Boston, on en a eu à Norvège. Il y a des cas isolés comme ça qui sont étudiés, des cas d'école. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que l'État doit rester comme acteur de socialisation. Juste après la famille, l'État, via l'école, doit continuer à jouer son rôle. Parce que tant que ces groupes-là occupent cet espace-là, ça va être compliqué de combattre le terrorisme de façon structurelle. Et par rapport à ce que vous venez de dire, certains États africains aujourd'hui misent sur la prévention. Et à cet effet même, rien que les années écoulées, ça doit faire, je pense, minimum 2 ans de cela. Au Sénégal, il y a eu pas mal de personnes qui ont été arrêtées pour terrorisme présumé. Et par rapport à ces arrestations-là, même des liens avaient été établis entre ces personnes-là et des groupes établis dans d'autres pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit des groupes comme Daesh ou bien d'autres groupes. Des liens en tout cas effectifs et existants avaient été établis. Juste pour compléter ce que vous venez de dire tout à l'heure, on reste avec cette question du financement, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, donc ça reste intimement lié aussi à l'acquisition d'armes. Donc c'est le moment de parler de la question des armes des terroristes. Aujourd'hui, souvent ces groupes sont même mieux armés que certaines armées régulières des États ou bien des communautés qui sont impactées par cette menace-là. La chute de Muammar Kadhafi ou la guerre en Libye est souvent pointée du doigt, mais on a comme l'impression qu'il y a d'autres sources également qui leur permettent d'avoir ces armes-là. Je pense que vous les avez abordées dans votre ouvrage. Qu'en est-il de ces autres sources, au-delà même de la guerre en Libye et de la chute de Muammar Kadhafi? D'où est-ce que ces terroristes-là tirent-ils autant d'armes? Parfois même, ils sont mieux armés, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les armées régulières.
Je vous remercie. Peut-être avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir sur un aspect extrêmement important qu'il a abordé tout à l'heure et qui est relatif au processus de désocialisation ou de déscolarisation. Parce que des rapports de l'UNICEF ont montré que entre le Burkina, le Mali et le Niger, il y a eu au moins 3000 établissements scolaires qui ont été fermés à cause de l'insécurité qui prévaut dans ces régions-là. Et ce décrochage scolaire-là laisse les enfants à la proie, à la merci de ces groupes djihadistes. Donc c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte dans l'approche des questions. Parce que ça a été même initialement le combat d'un groupe comme Boko Haram qui disait que l'enseignement occidental est prohibé. Exactement. Donc pour en revenir à la question maintenant posée qui est relative à la circulation des armes, j'en ai parlé dans mon ouvrage parce que, comme vous le savez, avec la débâcle en Libye en 2011, il y a eu beaucoup d'armes qui ont quitté le sol libyen pour migrer vers le nord du Niger ou le nord du Mali. Parce qu'il y a des Touaregs qu'on avait recrutés, qui étaient plus de 800 pour prêter main forte aux brigades de Kadhafi. Des Touaregs qui sont rentrés au Mali, qui sont rentrés au Niger avec un arsenal de guerre impressionnant. Et ce sont ces Touaregs maintenant qui se sont associés, qui étaient la plupart du temps des indépendantistes, qui se sont associés avec Ansar Dine de Iyad Ghali pour mettre en place une insurrection. Du coup, l'insurrection a commencé avec 2012. Mais si cela a été possible, parce que les combattants qui sont rentrés de Libye sont venus avec des armes. Donc, par rapport à la circulation des armes, la première source, c'est effectivement les armes qui sont venues de la Libye. Mais aussi, il y a d'autres trafics, les trafics entre les pays. La Côte d'Ivoire, à un moment donné, vers les années 2010, a été en proie à une guerre civile, pratiquement, et beaucoup d'armes ont été saisies. Et quand les groupes terroristes aussi s'en prennent à des camps militaires et réussissent leur forfait, ils se retirent avec les armes. Donc il y a les armes issues aussi des stocks nationaux, des cantonnements militaires, qui est aussi une autre source d'approvisionnement des groupes terroristes en armes. À côté de ces trois sources d'approvisionnement, il y a aussi la fabrication artisanale. J'ai montré justement dans mon livre que dans certaines régions comme Sikasso au Mali, les artisans étaient capables de faire les mêmes armes que les Kalachnikov, les fameuses armes russes, dont le mode automatique est en mesure de vider 600 cartouches à la seconde. Donc ce qui est extrêmement impressionnant. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce trafic d'armes-là, aujourd'hui, quel rôle des administrations douanières? Puisque aujourd'hui, la douane, comme on l'a dit tout à l'heure, ne se limite plus à la question de la mobilisation des recettes fiscales, mais a également des missions de sécurité, surtout face à la menace terroriste. Aujourd'hui, quel rôle des administrations douanières face à ce trafic d'armes-là des terroristes? Justement, le rôle que nous jouons, il se voit tous les jours. Parce que récemment, pour donner un exemple assez pratique, plus de 23 administrations douanières en Afrique de l'Ouest et du Centre ont initié ce qu'on appelle l'opération Alamba, qui est une opération pour lutter contre la circulation illicite des armes, des munitions et des précurseurs chimiques qui entrent dans la fabrication des engins explosifs improvisés. C'est une opération qui nous a mobilisés du 4 octobre 2021 jusqu'au 4 décembre. Et cette opération nous a permis de faire 200 saisies d'armes, de munitions et de précurseurs chimiques. Bien évidemment, ce n'est pas des choses qui sont très connues par le grand public, mais c'est des activités que nous menons, que nous déployons sur le terrain et qui servent à couper les sources d'approvisionnement de ces groupes-là en armement. Donc l'administration des douanes, sur le terrain de la lutte contre la circulation des armes, fait un travail extrêmement important. Mais comme vous le savez, quand on parle d'administration des douanes, on met souvent en avant les missions de collecte des recettes, ce qui est extrêmement bien parce que nos États ont besoin de recettes fiscales pour alimenter les budgets, faire des dépenses en investissement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé ailleurs. Mais il faut dire aussi qu'il y a un peu plus de prégnance de la mission sécuritaire maintenant dans les missions fondamentales de l'administration des douanes.
le secrétaire général de l'OMD lui-même disait qu'il se rend compte de plus en plus que les administrations des douanes inscrivent les missions relevantes de la sécurité dans les plans stratégiques qu'ils mettent en place. Parce que, évidemment, comme vous le savez, s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir des recettes. Et pour terminer, l'administration, les douanes américaines, le US Customs and Border Protection, qui s'est muté en agence en 2003 et qui dépend maintenant de la sécurité intérieure du département d'État, a inscrit la mission, dans sa première mission, la lutte contre l'intrusion terroriste et contre la circulation des armes. Donc ça vient en première place. Après, il y a la mission de protection des intérêts économiques des États-Unis à travers le fléau des vols et des contrefaçons des droits de propriété. Cela veut dire maintenant que les administrations douanières ont compris que les missions sécuritaires doivent figurer en bonne place dans les différentes missions que nous menons. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, encore une fois, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas recouvrer des taxes, on ne peut pas dormir tranquille. Et mission sécuritaire et administration douanière, la transition est vite trouvée, puisque dans la deuxième partie, nous allons parler de frontières africaines et également de menaces terroristes. Tout au cours de cette émission, vous avez beaucoup aussi fait référence à votre ouvrage. Je rappelle que c'est cet ouvrage-là, Terrorisme, la fin des frontières. Donc on en parlera davantage dans la deuxième partie. Est-ce qu'on en est aujourd'hui à la fin des frontières face à l'expansion du terrorisme? Ce sera juste après. De retour sur ce plateau de Medi 1 pour la seconde et dernière partie du débrief. Et je démarre avec vous, Monsieur Cissé. Colonel Cissé, dites-nous, avec l'évolution de la menace terroriste, aujourd'hui, tendons vers la fin des frontières, surtout face aux nouveaux enjeux et défis sécuritaires. Je rappelle que vous avez fait paraître en juillet dernier un ouvrage allant même dans ce sens-là. Oui, effectivement, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que le terrorisme revêtait un caractère transnational et que, comme vous le savez, un attentat peut être perpétré à Ouagadougou, les moyens mobilisés à Dakar, les combattants terroristes pour commettre des attentats peuvent venir du Mali. Donc c'est un phénomène à la limite transnational. Et puis, comme vous le savez, l'État islamique ou encore Al-Qaïda, qui sont les deux grandes multinationales auxquelles sont affiliés tous les groupes qui sévissent dans l'espace sahélien, ces deux groupes-là ont pour projet de mettre en place un projet d'instauration de la loi islamique sur pratiquement qui commencerait de l'océan Atlantique jusqu'aux confins de l'Asie. Donc, un califat islamique. Cela veut dire tout simplement que c'est un projet important qui ne reconnaît plus, ambitieux, qui remet en cause les frontières qu'on a héritées de la colonisation. Donc naturellement, on peut penser que le terrorisme tel qu'on le vit a tendance à remettre en question les frontières que nous avons héritées. Monsieur Ba, aujourd'hui, tendons vers la fin des frontières selon vous, face à l'expansion terroriste bien sûr. Non, depuis longtemps, les terroristes n'ont pas vraiment tenu compte des frontières. Je pense que c'est au niveau des politiques publiques pour répondre au terrorisme qu'on peine à voir qu'il faut une réponse globale et intégrée entre les différents acteurs pour avoir une réponse structurelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler le terrorisme tout de suite et en étant des États séparés. Le Sénégal, à lui seul, n'a pas les réponses qu'il faut en termes de renseignement, en termes de mobilisation des ressources pour répondre de façon structurelle à une organisation comme l'État islamique. C'est-à-dire qu'il faut une synergie, il le disait juste avant qu'on commence l'émission, on parlait de ça, mais il faut une réponse globale. Ça veut dire que, est-ce que la réponse c'est avoir un État fédéral au niveau ouest africain
Ou est-ce que c'est une confédération? Ce que vous abordez là, je pense que de plus en plus, au-delà même de l'existence d'une confédération ou d'un État fédéral, les États entre eux aussi, en matière terroriste, de plus en plus aujourd'hui, coopèrent sur ce plan-là. Que ce soit les juges, que ce soit les polices à travers Interpol. Oui, Interpol, mais cette coopération-là, je pense que l'échange de renseignements et cette coopération en matière terroriste existent déjà. Peut-être aller au-delà. Mais on questionne son efficacité. C'est-à-dire que le dernier article concernant ce que la CEDEAO, par exemple, fait en matière terroriste, relève le fait que les États ne sont pas si engagés que ça, que ça soit pour le protocole, le programme, le plan d'Accra ou tout ça. C'est-à-dire que chacun essaie de faire à son niveau des actions qu'il juge plus structurelles, alors que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il faut problème également, même pour ce qui est du plan d'action 2020-2024, les États membres aujourd'hui de la CEDEAO ne s'acquittent pas normalement de leurs cotisations. Ils n'ont pas, personne n'a cotisé en fait, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles. Parce que tout simplement, l'allocation même des ressources selon dans le plan pose problème. C'est-à-dire que si c'est juste en matière de renseignement, d'échange de renseignements, de formation, qu'on met presque 80% du budget en termes de réponse structurelle au terrorisme, et en termes de visée sur 5 ans, on est dans la conjoncture sur 5 ans. On ne peut pas répondre de façon conjoncturelle à un problème qui est structurel. Le terrorisme est actuellement structurel en Afrique. Ça remet en question même nos organisations démocratiques, sociales, économiques. Ça remet en question le modèle de vie, notre rapport au monde même. Donc, au niveau des États, je pense qu'il est temps de repenser, en tout cas, les frontières. Je ne sais pas s'il faut parler de fin des frontières, mais à un moment donné, pour répondre, parce que ces terroristes-là, déjà en 92, dans le retournement du monde, Marie-Claude Smuts et Badi parlent de ces formes de collaboration qui existent entre terroristes qui traversent les frontières très facilement. C'est parce que les États sont cloisonnés quand même quelque part sur ces questions. Et donc, s'il y a quelque chose... autres groupes criminels comme les trafiquants de stupéfiants. Mais bien sûr, ils servent les espaces, les no man's land qui existent un peu partout dans les États faillis, sont utilisés comme des plaques tournantes du trafic de drogue. On a eu une saisie d'éléments avec la douane, avec la marine et la douane actuellement au Sénégal, mais c'est parce qu'ils transitent par le Sénégal, ils passent selon les failles qui existent institutionnellement dans ces États. Ça veut dire que les frontières n'existent pas, en tout cas, pour les terroristes, ou ils s'en servent pour se faire couvrir par le droit international. Et pour se faire couvrir, allez-y, je voudrais revenir sur la question de l'efficacité de la coopération entre les États, entre les administrations en matière de renseignement. Parce que lors des attentats de 2015 en France, il a été démontré que les services de renseignement marocains avaient beaucoup contribué, avaient aidé les services de renseignement français pour démanteler et neutraliser le chef opérationnel de cette opération, de cet attentat terroriste qui s'est déroulé en France. Donc s'il n'y avait pas cette passerelle de collaboration entre services de renseignement marocains et français, peut-être ça aurait été plus difficile de neutraliser ces combattants terroristes-là. Donc l'accent, comme vous le savez, doit donc être mis sur la coopération, sur l'échange de renseignements. En tout cas, nous, au niveau de la sous-région en Afrique, en tout cas pour ce qui concerne les administrations douanières, on a mis en place des structures qui nous permettent d'échanger des renseignements, des informations pour pouvoir avoir une position, une assise plus importante dans ce domaine-là. Cet échange des renseignements va également permettre de mettre un frein ou bien en tout cas de limiter l'expansion même de ces groupes terroristes qui aujourd'hui ne sont plus dans la zone Sahel mais cherchent à atteindre, comme je l'ai dit en introduction, les côtes ouest africaines et même d'autres régions. Récemment, en décembre dernier plus particulièrement, un document non authentifié attribué au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans faisait état d'un projet d'extension territoriale du groupe terroriste, ce qui correspond quand même à une réalité déjà existante, même si le document n'est pas identifié, avec la perte de contrôle par les États d'une bonne partie de leur territoire. On voit le cas du Burkina, on l'a dit tout à l'heure, c'est le cas également au Mali, où la force Barkhane a beaucoup contribué aussi d'une part par rapport
à cette lutte-là. Mais aujourd'hui, quelle réponse faudrait-il apporter pour freiner aujourd'hui un tel projet d'expansion du terrorisme ou bien des grosses organisations criminelles terroristes? Bon, je crois qu'il n'y a pas de réponse qu'on pourrait sortir de son chapeau comme ça, mais je crois que les États côtiers, de plus en plus, ont conscience de la pression terroriste au niveau des côtes atlantiques. Depuis, je crois, 2 ans, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, a même dit et répété que l'objectif des groupes terroristes était de s'en prendre aux pays côtiers. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'il a mobilisé une allocation de ressources financières à hauteur de 1 milliard de francs CFA pour mettre le montant à la disposition du G5 Sahel. Même si par ailleurs le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel. Cela veut dire que le Sénégal, comme les autres pays côtiers, suivent la question. Et des pays comme le Sénégal, c'est vrai, on ne peut pas tout prévoir, mais il y a une capacité de riposte aussi par rapport à la menace qui est testée, qui est mise en chantier, qui est affinée tous les jours pour pouvoir faire face à la menace. Cela est également valable. Même à cette capacité de riposte, on peut citer le GARCI, qui est le groupement d'action rapide de gendarmerie qui est positionné à Kidira, à la frontière avec le Mali. Exactement. Des pays également comme la Côte d'Ivoire sont en train de faire des efforts dans le sens de contenir l'assaut des groupes djihadistes, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et on reste encore, autant pour moi, avec cette question-là. Dans la zone Sahel, la présence des groupes terroristes dans la région de l'Est du Burkina, à la frontière du Bénin, du Togo et du Ghana, suscite des inquiétudes quant à une possible propagation, comme on l'a dit tout à l'heure, de la menace. Comment éviter aujourd'hui que cette menace ne gagne la côte ouest africaine? Il y a déjà des actions qui ont été entreprises. M. Sissi a commencé à développer là-dessus. Aujourd'hui, comment mieux lutter contre cela pour éviter qu'il ne gagne la côte ouest africaine? Non, mais je pense que les gens, déjà en mettant en commun, déjà moi je suis pour la réponse globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une réponse individuelle, parce que si il y a des informations qui sont disponibles pour le public, ça veut dire que ces informations-là sont aussi disponibles pour les terroristes. Ça veut dire que, en termes de réponse, il faut une collaboration au niveau des structures de renseignement, en amont déjà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à identifier tous ces combattants-là et leurs sympathisants. Parce que parfois, certains ne sont pas des combattants, mais ils sympathisent d'une manière ou d'une autre, ils participent à leur financement, et comprendre que c'est quoi leur projet, où est-ce qu'ils veulent aller et quels sont les moyens dont ils disposent et comment casser toute cette chaîne-là, comment déconstruire. Et ça, je pense, c'est des réponses globales. C'est-à-dire qu'il y a des réponses d'abord conjoncturelles au niveau des forces de défense et de sécurité en termes de capacitation, parce que ça remet en question tout ce qu'on voit en termes d'attaque des bastions des différents États. Ça remet en question, ça remet au goût du jour la question de la professionnalisation des armées africaines. Il y a un débat, il faut voir le livre de Dominique Bangoura sur ça ou les travaux de Céline Thiriot qui parlent beaucoup en termes de formation. Parce que les arsenals dont ils disposent, c'est une chose. Mais connaître comment on fait la guerre, comment on riposte, comment on se replie, comment on s'organise pour répondre convenablement à des assauts. Tout ça, ça remet en question sur la question de... Même par rapport à une question pareille, un pays comme le Burkina, par exemple, en a été victime récemment avec l'attaque d'un camp de gendarmerie. Oui, et on constate que dans ce pays-là, dans la zone où évolue cette menace terroriste, l'armée régulière burkinabé utilise de l'armement lourd. Au moment où les terroristes, eux, utilisent des motos Jakarta et autres pick-up avec lesquels facilement ils peuvent se déplacer. C'est comme s'il y avait une meilleure maîtrise du terrain par les groupes terroristes que par l'armée régulière. Oui, mais parce que tout simplement, la guerre, c'est les moyens certes, mais c'est aussi le terrain. Le terrain suppose qu'on a un certain type de treillis, qui suppose qu'on change le type d'habillement, le type de logistique qu'il faut et les réponses qu'il faut. C'est-à-dire que si vous voulez monter sur une montagne avec un tank,
c'est différent. Vous avez des difficultés alors que l'autre, il monte avec un vélo. Mais comment se fait-il que ces groupes terroristes semblent mieux maîtriser le terrain dans ces zones-là que l'armée régulière? C'est la question de la professionnalisation des armées africaines. C'est-à-dire que le débat se pose, les gens ne veulent pas en parler, mais à un moment donné, il faudra qu'on comprenne qui est recruté dans l'armée, comment il est formé et comment, avec ses compétences, on le met le lieu où il doit être et comment il doit travailler avec la logistique nécessaire selon le lieu. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais il y a des travaux sur ça. Il faut voir, ça montre les défaillances au niveau de la formation et du recrutement parfois dans certains pays. Au niveau diplomatique, c'est compliqué quand on veut collaborer, quand on en parle, mais en termes de recherche, on sait que si l'armée arrive à asseoir son territoire dans un état normal, on ne peut pas laisser des espaces comme ça à des groupes disparates. Parfois, les groupes, voilà, ils n'ont pas beaucoup de moyens, pourtant ils arrivent à faire mal. Ça veut dire qu'il faut une réelle volonté politique pour les neutraliser. Avant qu'ils ne deviennent un cancer, ils sont en train de se propager. Et c'est une menace prise au sérieux, en tout cas très au sérieux. On en parle déjà dans le livre blanc de la France, là, sur la défense et la sécurité nationale de 2013. Il y a un chapitre entier sur ces formes de fragilité qu'on voit en Afrique de l'Ouest, sur certains États en Afrique centrale. Et c'est très sérieux parce que une fois qu'ils prennent pied et qu'ils commencent à formater les jeunes, comme on a vu au Libéria, qu'on a recruté les enfants soldats, ils sont dans l'inventivité pour rester là durablement, quitte à faire des collaborations. Parce que le projet islamique, pour ceux qui lisent et connaissent les textes, n'a rien à voir avec les trafics de narcotrafiquants, le trafic d'êtres humains, tout cela. Ça n'a aucun sens en fait. On est dans un complexe qui ressemble plus à du business, à une forme de délinquance, de criminalité, et ça reste, même si le discours reste idéologique, tout cela, mais en fin de compte, c'est un business. Il est question d'argent et de pouvoir. L'idéologie dans ce sens-là semble plus être un prétexte qu'autre chose. J'en viens à vous, M. Cissé, qui aborde la question de la gestion des frontières, parle forcément également du rôle des douanes, souvent préposées au niveau des frontières, que ce soit terrestres, maritimes ou aériennes. D'ailleurs, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, Kounyo Mukouria, a soutenu en juin dernier que les administrations douanières s'attachent beaucoup plus aujourd'hui à assurer la sécurité face aux attaques terroristes et autres insurrections armées. Mais comment les éléments des douanes arrivent à garantir la sécurité d'abord pour une meilleure facilitation des échanges ou encore une bonne perception des recettes aux frontières, surtout face à certaines contraintes auxquelles vous faites face, que ce soit pour le problème de logistique ou bien même parfois de la formation et même des effectifs dont vous avez besoin. Comment vous arrivez aujourd'hui à gérer avec toutes ces contraintes, si je peux les appeler ainsi? Alors, c'est plusieurs questions à la fois, mais je vais peut-être répondre à la première pour également traiter les autres questions. Mais il faut savoir que depuis 2001, l'administration des douanes a intégré dans ses missions la mission de sécurisation de la chaîne logistique internationale. Parce qu'on s'est rendu compte que la logistique internationale pouvait être utilisée pour convoyer des armes de destruction massive, donc pouvait être utilisée pour des trafics illicites, mais la logistique internationale pouvait être utilisée pour commettre des attentats, comme ça a été le cas avec ceux du World Trade Center. Et à partir de ce moment-là, l'Organisation mondiale des douanes, à travers la commission de politique générale, a pensé qu'il était temps de mettre en place une résolution, la résolution dite de Punta Cana de 2015, qui inscrit désormais le mandat sécuritaire dans les rôles et fonctions de l'administration des douanes. Donc on a demandé aux administrations des douanes d'accorder aux questions de sécurité une place de choix dans nos missions fondamentales. Donc c'est ça qui fait que, évidemment, mais nous ne pouvons pas nous positionner sur le terrain de la sécurité comme le feraient les soldats ou les militaires. Ce que nous pouvons, ayant des compétences en matière de contrôle des marchandises et des personnes, notre rôle était de voir quelles étaient les marchandises
les biens à double usage, comme on les appelle, qui peuvent servir dans le commerce normal, mais qui peuvent faire l'objet d'un détournement pour servir à des groupes mal intentionnés. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Organisation mondiale des douanes a mis en place le programme Global Shield, qui lutte contre la circulation illicite des précurseurs chimiques. Vous savez que l'engrais est un produit chimique qui a des usages agricoles, mais l'engrais, les engrais azotés peuvent être utilisés comme intrants pour fabriquer des bombes artisanales. Donc notre position au niveau des frontières fera donc que nous allons nous positionner dans la surveillance, dans le soin que nous allons apporter à la surveillance de ces biens appelés biens à double usage. Donc il y a le nitrométhane, il y a le chlorate de potassium, il y a beaucoup d'autres produits chimiques qui sont utilisés dans l'industrie comme matière première, mais qui peuvent également être détournés et à des fins que vous savez. Et donc nous, en tant l'autre question, comment vous arrivez à assumer cette mission face aussi à certaines contraintes comme la porosité de nos frontières, comme les problèmes d'effectifs ou même de réduction de vos budgets? Comment vous arrivez à gérer face à ces contraintes-là? Non, c'est vrai que nous sommes nous vivons l'administration douanière africaine. Nous ne sommes pas bien dotés en ressources financières ou matérielles. Vous savez que rien que pour la surveillance du Sahel, les Américains mettent 45 millions de dollars par année et c'est un soutien logistique qu'ils apportent aux forces occidentales qui sont dans la région. Donc un montant pareil, les administrations publiques ne peuvent pas se l'offrir dans le cadre de leur mission. Mais nous évaluons nos moyens, les ressources qu'on a et nous nous donnons des priorités. Aujourd'hui, il est clair que les missions des administrations douanières doivent évoluer. On a des hommes qu'il faut, on a les compétences qu'il faut. Il y a aussi des programmes de renforcement des capacités. On peut faire des projections de recettes, de recouvrement. On a les compétences pour y arriver. C'est très bien. Mais l'autre aspect, c'est que par rapport à la lutte contre la fraude aussi, il y a aussi des outils en matière d'économétrie, l'équation de régression linéaire qui peuvent permettre valablement de lutter, de modéliser la fraude douanière. Ces questions-là peuvent être réglées. Mais les questions les plus difficiles, à mon avis, ce sont les problèmes liés aux criminalités pharmaceutiques, aux criminalités environnementales et au trafic illicite de précurseurs chimiques, d'armes à feu et de munitions. Ce sont ces questions-là qui sont, à mon avis, les questions les plus fondamentales et sur lesquelles les administrations douanières africaines, en tout cas celles qui se trouvent dans l'espace sahélo-sahélien, doivent se positionner. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 2001, la douane américaine a érigé en mission première la lutte contre l'intrusion terroriste. Parce qu'il s'est repositionné. Aujourd'hui, par rapport à la prégnance de certains fléaux dans l'espace sahélien, moi j'aurais apprécié que certains États considèrent par exemple que la mission première de leur administration devrait être la lutte contre le trafic des médicaments falsifiés. Parce que ça, c'est également un problème important. D'autres administrations qui font face à des fléaux comme le vol de bétail, moi j'aurais aimé que ces administrations fassent figurer dans leur mission fondamentale la lutte contre le trafic illicite du bétail. Donc les administrations doivent évoluer vers d'autres missions et ne pas rester dans une forme d'inertie qui, à la limite, pourrait constituer un goulot d'étranglement par rapport à ce que les autorités attendent d'elles. Surtout pour s'adapter, comme vous l'avez dit, il faut évoluer, surtout pour s'adapter par rapport à l'ère du temps, mais aussi apporter des réponses plus adaptées par rapport à la situation qui se présente à elle. Je veux bien sûr parler de ces administrations douanières. Vous, par exemple, qui êtes de l'administration ou bien de la douane sénégalaise, qu'est-ce qui se fait en matière de coopération entre douanes ouest-africaines dans ce sens-là? Oui, depuis toujours, depuis plus d'une décennie, les administrations douanières en Afrique de l'Ouest et du Centre
travaillent en parfaite synergie. Chaque année, nous organisons des ateliers de renforcement de capacité. Nous mettons en place des programmes d'action. Nous menons ensemble des opérations coup de poing. Au-delà même des administrations douanières, il y a une coopération avec Interpol, avec ONUDC, dans le cadre de la lutte contre la drogue, dans le cadre de la lutte de beaucoup de fléaux. J'ai parlé tout à l'heure de la contrebande en vrac des devises. Nous travaillons sur des tableaux comme ceux de la protection des espèces sauvages menacées d'extinction. C'est autant de chantiers sur lesquels nous intervenons entre administrations douanières pour coordonner nos actions, mais également entre administrations publiques tout simplement. Donc il y a un cadre de coopération qui est là entre nos différents services et nous travaillons tous les jours pour faire bouger les choses. Monsieur Bassirou, quelques secondes puisque nous sommes presque à la fin. Selon vous, quelle solution face à l'expansion des groupes terroristes aujourd'hui sur le continent? Wow, mais il y a d'abord la réponse structurelle sur le long terme, qu'il y ait véritablement dans nos pays une légitimité des politiques basées sur le résultat en matière de politique publique. C'est-à-dire que ça va créer une adhésion des populations, donc moins de populations à endoctriner, surtout la tranche des jeunes. Il faut qu'il y ait des politiques éducatives en termes structurels qui permettent de capaciter ces jeunes-là, qui leur donnent un avenir, qui leur permettent de se projeter. Il faut que les services de base, il faut que l'État soit présent sur tout le territoire en matière de possibilités, en tout cas en matière sanitaire, qu'il y ait un maillage sur les questions de développement. Sur les questions de développement, les infrastructures sociales de base, santé également sur la jeunesse. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions nous recevions monsieur Amadou Tidiane Cissé. Vous êtes colonel de la douane sénégalaise. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être placer un dernier mot pour souhaiter un bon rétablissement à Lala Zineb Tijani qui est à Fès, que je salue au passage. Et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Voilà, et à Chérif Zouber Tijani qui est aussi à Fès. Merci beaucoup. Nous leur souhaitons à tous également prompt rétablissement. Et en face de vous, vous aviez M. Amadou Samba Ba. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques. Merci également d'avoir été avec nous. Merci à vous. Moi, je suis là pour poser des questions surtout. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et merci à l'équipe technique qui nous a facilité la préparation et l'enregistrement de cette émission. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.